APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour, nous prolongeons aujourd'hui notre réflexion sur l'interface entre économie circulaire et logistique. Nous allons aborder ces aspects en deux temps. Tout d'abord, nous allons nous intéresser sur comment l'émergence de modèles circulaires interpelle la maîtrise, le contrôle des flux, c'est-à-dire le savoir-faire logistique. Et d'autre part, de façon complémentaire, nous allons nous interroger sur les compétences, savoir-faire logistique, à même de favoriser la transition circulaire. Nous aurons un focus particulier sur l'entreprise, sur le secteur du BTP. Et pour discuter de ces enjeux-là, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Mosch. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Valentina. Ravi de t'avoir dans mon émission. Très heureuse. Comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Peut-être pas tout le monde te connaît. Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé par travailler dans le secteur de la logistique et plus particulièrement la logistique urbaine au cluster PACA Logistique à Marseille. Puis j'ai rejoint l'Institut national de l'économie circulaire à Paris où j'étais en charge de la recherche et des groupes de travail. Donc tu es la personne parfaite pour parler de cette interface. Je suis vraiment à l'intersection entre les deux. Et donc justement, quand j'ai rejoint, finalement décidé de vraiment rejoindre le monde de la recherche à l'université Gustave Eiffel, j'ai eu la chance de pouvoir le faire justement sur un poste où je suis à la croisée de ces effectivement, domaines. toi tu travailles au sein du chaire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le périmètre exact? Quelle chaire, avec quel partenaire et quel est l'objet? Oui, tout à fait. Donc c'est la chaire économie circulaire et métabolisme urbain. C'est donc une chaire de l'université Gustave Eiffel qui est financée par la métropole du Grand Paris. Et donc notre but, c'est de développer des recherches qui vont soutenir la métropole dans la mise en œuvre de sa stratégie Grand Paris circulaire. Et on le fait à travers la mise en place de formations, la diffusion des connaissances, mais bien sûr, avant tout, la recherche qui est notre cœur de métier. Oui, donc vous avez vraiment une vision ancrée sur le territoire. C'est au niveau de la ville, de la métropole même, que vous vous intéressez à ces questions-là. Bon, donc ça me paraît parfait comme contexte pour pouvoir essayer d'instruire d'abord la première question que je posais dans ma petite intro. Comment, effectivement, ces modèles circulaires interpellent le management, le contrôle, la maîtrise des flux, donc le savoir-faire logistique? Alors, c'est vrai que l'économie circulaire va venir impacter les flux de différentes manières. On peut prendre un exemple dans les biens de grande consommation. Plutôt que d'avoir des flux assez massifiés et linéaires qui vont du producteur au consommateur, on voit, et on le voit déjà aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus aussi de flux retour. On le voit avec le marché de la seconde main, et ça vient faire des flux circulaires, mais ce n'est pas seulement de la return, c'est plus complexe que ça, puisqu'il y a une multiplication des boucles. On voit bien aujourd'hui que tous les consommateurs peuvent à leur tour devenir vendeurs et d'une certaine manière chargeurs. Oui, donc ça réduit la facilité de la logistique entre un seul point de départ ou un seul point consolidé d'arrivée. Là, on est vraiment dans une multiplication des flux. Mais bon, ça, ce sont les modèles que, je dirais, chaque consommateur connaît, hein, effectivement. Le peer-to-peer se développe et ça se passe souvent par des plateformes digitales. Mais c'est vrai que dans l'économie circulaire, pour avoir un impact important aussi en termes environnementaux, on s'intéresse souvent et de plus en plus, je dirais, à des modèles un peu plus ambitieux en termes d'économie de la fonctionnalité. Mais là, on pourrait se dire, est-ce que la logistique est concernée? Est-ce qu'on a des impacts aussi au niveau des flux? Tout à fait. Alors sur l'économie de la fonctionnalité, c'est un très bon exemple justement. Alors donc c'est une économie où plutôt que de vendre un produit, on vend un service et le produit ne va que aider à rendre ce service. Donc on peut penser à l'exemple des imprimantes. On peut penser, il y a eu des expérimentations aussi sur les machines à laver, où on ne vend plus la machine à laver, mais des cycles de lavage. Et dans ce cas-là, l'entreprise reste propriétaire de l'imprimante ou de la machine à laver. Donc ça implique une vision très différente déjà en termes de gestion des stocks. Parce qu'il faut gérer non seulement les stocks que l'on a, on va dire les stocks traditionnels dans ses propres entrepôts, mais le stock dispersé qui se trouve
chez le client. Donc il faut connaître l'état de ce stock, savoir quand il faut l'upgrader, le réparer, etc. Et c'est un stock vivant. C'est un stock vivant, tout à fait. Ouais. Il faut le maintenir, il faut savoir quand un produit qui est chez un client sera disponible, qu'on amènera ailleurs. Et il faut aussi, des fois, selon certains modèles, approvisionner client sur certains consommables. Ça peut être les cartouches d'encre pour les imprimantes, par exemple. Donc la logistique des pièces de réchange, même également, au niveau consommateur, doit se développer forcément. Tout à fait. Après, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, la question se pose de savoir si ce seront les entreprises industrielles qui ont la maîtrise du produit et peut-être de l'offre servicielle de réparation qui intégreront la partie logistique ou si sont les logisticiens qui vont ajouter cette partie servicielle. Oui, je pense qu'il pourra y avoir les deux modèles. Ça pourra être les entreprises qui proposent les services qui vont du coup renforcer leur savoir-faire logistique, ou elles pourront faire appel à des entreprises qui seront spécialisées du coup dans cette gestion-là. Et encore, troisième modèle, on peut avoir des experts de la réparation, de l'entretien. Je pense à Murphy ou aux autres startups qui interviennent vraiment que dans l'entretien des produits. Oui, complètement. Et qui, eux, du coup, devront avoir toute cette gestion, justement, des pièces de rechange et de savoir les prévoir aussi, prévoir la gestion au bon moment pour pas qu'il y ait d'attente trop longue pour la réparation. Tout à fait. Bon, maintenant, ça, c'est vraiment des modèles un peu comme ça qu'on voit émerger. Mais vous, dans la chaire, vous vous êtes intéressé tout particulièrement au secteur du BTP. Tout à fait. Oui. Donc, effectivement, peux-tu nous dire comment les choses bougent dans ce secteur et comment, en termes de circularité, bien sûr, et comment cela affecte aussi le savoir-faire logistique dans cette industrie? Tout à fait. Alors, donc, les choses bougent, c'est vrai, dans le secteur du BTP. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur le recyclage et le réemploi des produits du BTP. Alors, ça affecte la logistique à plusieurs niveaux. Déjà, ça affecte la logistique vraiment du chantier. Parce que bien sûr, ça va venir complexifier la gestion des flux, mais vraiment depuis le départ. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir analyser ce que l'on a sur place quand on déconstruit, pouvoir le déconstruire de manière fine et pouvoir gérer sur place le tri des différents éléments, puis leur envoi non plus dans une seule benne qui contient seulement des déchets, mais en plusieurs flux qui se multiplient. Donc ça complexifie énormément. Ça complexifie, tout à fait. Il faut savoir ce qu'on va réemployer, ce qu'on va recycler, et souvent aussi, dans le monde du BTP, ce qu'il va falloir dépolluer avant de pouvoir et ce qu'il va falloir stocker, parce que peut-être on sait vers où on peut le diriger, mais il faut aussi penser... Tout à fait. Alors, les temporalités différentes. Oui, et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et justement, ça, c'est une réflexion que l'on mène avec la métropole. J'en profite pour souligner que ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille avec le service développement économique durable de la métropole qui réunit l'économie circulaire, sociale et solidaire, mais aussi la logistique. Donc chez eux, c'est déjà réuni dans un seul service. C'est un signe de maturité. Tout à fait. Et donc, il y a vraiment une réflexion sur le développement de plateformes propres à l'économie circulaire du BTP. Et toute la réflexion est de savoir de quelle plateforme on a besoin pour gérer quel flux, mais aussi où est-ce qu'il faut situer ces plateformes. Parce que le BTP, c'est vraiment un secteur où le report modal peut être intéressant, particulièrement en Île-de-France par le fleuve, mais aussi on peut penser au ferroviaire, mais ça ne peut fonctionner et ça n'a d'intérêt que s'il y a un maillage du territoire. Que si les plateformes sont bien positionnées pour éviter les ruptures de charge. Et est-ce que tu as pour changer un peu le point de vue, maintenant on s'intéresse à comment la logistique peut favoriser l'émergence de ces modèles, tout en restant dans le BTP. Est-ce que tu as un exemple d'initiative qui montre bien comment il faut des compétences logistiques et comment celles-ci sont mises au service d'un chantier de tri, de stockage? Alors, tout à fait. Moi, j'aime bien l'exemple de l'association Réavi. Réavi, oui, qui est une association d'insertion qui travaille au réemploi des éléments du BTP. Alors, ils travaillent particulièrement sur le second œuvre, les menuiseries, les luminaires, etc. Et donc, ils ont développé des compétences très fines, déjà de déconstruction, de dépose de ces éléments, mais aussi de gestion de ces flux, de ces stocks, de vente de ces flux et de reconditionnement, bien sûr, de ces éléments. Alors aujourd'hui, ils ont déjà développé 3 plateformes physiques en Île-de-France. Et donc, comme je disais, c'est une association d'insertion. Donc, on peut se dire que tous les professionnels formés dans cette association aujourd'hui s'orientent peut-être un peu plus vers le monde du BTP, mais ce pourrait être très intéressant aussi pour le monde de la logistique d'aller vers ce c'est sûr vivier que de personnes formées.
à un terrain de jeu favorable à la fois dans l'économie circulaire et à la fois dans la logistique. Tout à fait. Effectivement, là, on pourrait réconcilier enjeux environnementaux et sociaux qui semblent aujourd'hui être une approche indispensable. Tout à fait. Et en termes de compétences, pour moi, il y a aussi un autre niveau. Il y a aussi beaucoup de start-up et d'entreprises qui se développent sur le réemploi ou sur le recyclage d'éléments du bâtiment. Donc, ce sont des entreprises commerciales et ils doivent vraiment se spécialiser sur une vision, sur une gestion des flux à long terme. Parce que ça implique vraiment de voir les projets d'aménagement d'une autre manière. On ne peut plus découper d'un côté la déconstruction et de l'autre côté la construction. Il faut vraiment savoir prévoir les flux sur l'ensemble du projet, et c'est aussi là-dessus qu'on travaille au sein de la chaire, de pouvoir estimer quels sont les stocks que l'on a, et à l'avance de prévoir comment on va pouvoir les réutiliser dans le futur projet qui va être reconstruit derrière. En fait, méthodologiquement, c'est comme si on faisait rencontrer l'approche analyse du cycle de vie, qui est centrale dans l'économie circulaire, et l'approche gestion du process décloisonné de la logistique. C'est stimulant. Tout à fait, c'est ça. Juste pour continuer un peu à explorer les travaux que vous faites, vous avez aussi initié un chantier depuis un certain temps sur les indicateurs de l'économie circulaire dans cette industrie. Quel type de travaux vous avez réalisé? On a abordé les indicateurs de l'économie circulaire à travers deux axes séparés, mais qui se rencontrent bien sûr. D'une part, on a regardé quels sont les indicateurs de l'économie circulaire qui sont mobilisés par les entreprises du BTP. Okay. Donc au niveau micro, disons, chaque entreprise, comment les mesure. Et c'est une échelle assez intéressante, mais assez délicate, parce qu'aujourd'hui, on trouve plutôt des indicateurs au niveau assez macro, au niveau d'un pays, etc., où on trouve aussi pas mal d'indicateurs d'économie circulaire au niveau du produit. Mais cette échelle de l'entreprise, qui est micro, mais pas au niveau du produit, elle est un petit peu plus difficile à gérer. Et d'un autre côté, on a travaillé sur les indicateurs de l'économie circulaire pour les territoires. Et donc, nous, on s'est particulièrement intéressé aux indicateurs pour les collectivités locales, donc les villes et les métropoles notamment. Et alors, quels résultats avez-vous? Est-ce qu'il y a une place dans ces indicateurs pour les flux? Est-ce qu'on les prend en compte? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on les prend en compte, mais peut-être pas dans leur intégralité. Du côté des entreprises, ce qu'on a remarqué, c'est que 100% des entreprises ont des indicateurs sur la partie recyclage. Donc vraiment en aval. Fin de vie. Voilà. On a beaucoup moins d'indicateurs en amont. On en a quelques-uns sur l'éco-conception, mais très peu. Et on n'en a pas du tout trouvé sur l'économie de la fonctionnalité, par exemple. En revanche, chez les territoires, alors bien sûr, il y a un peu un historique, une base d'indicateurs qui sont plutôt centrés sur les déchets, parce que c'est une compétence historique des collectivités, mais on voit vraiment l'émergence d'une nouvelle approche, avec une approche justement plus globale de l'économie circulaire sur le territoire. Alors d'une part, ils vont regarder est-ce que le tissu économique du territoire est en train de se transformer pour faire cette transition vers l'économie circulaire. Est-ce que les modèles économiques sont là et se mettent en place? Et d'autre part, sur les résultats, ils vont de plus en plus regarder les flux de manière globale. Donc, bien sûr, les déchets que l'on produit, mais aussi les matières que l'on consomme. Et donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui soit de plus en plus demandé aussi par les territoires aux entreprises, de savoir comment est-ce que vous contribuez à cette transition? Est-ce que votre modèle économique globalement va vers l'économie circulaire? Et surtout en termes de flux, est-ce que vous nous aidez à réduire et recycler les déchets, mais est-ce que vous nous aidez aussi à vraiment réduire les flux Je pense que c'est ça la vraie nouveauté, c'est-à-dire essayer de mailler ces deux échelles, ces deux acteurs, parce qu'en fait, les analyses globales de flux entrants, flux sortants des villes existent depuis longtemps. Oui, mais elles n'étaient pas utilisées comme un levier de politique industrielle locale, presque, je dirais. Voilà, donc c'est vraiment ça la nouveauté. Il y a vraiment un intérêt sur ce niveau-là, et pour moi, ça rejoint aussi la notion de sobriété, qui, je pense, est assez centrale dans l'économie circulaire. C'est vraiment comment on arrive à se recentrer sur l'essentiel, ce dont on a besoin, donc l'accès plutôt face à la finitude des ressources. Voilà. Au-delà de toute réflexion idéologique, la sobriété nous est imposée par la limite de nos ressources naturelles. C'est ça, respecter les limites planétaires qui sont des limites physiques, tout simplement. Passionnant. Est-ce que tu aurais une image, une métaphore que tu veux partager avec
Alors oui, je pense que justement pour rejoindre ces réflexions qu'on avait sur la sobriété notamment, je pense que ce qu'il y a à retenir finalement, c'est que l'économie circulaire, c'est le passage d'une économie de la quantité à une économie de la qualité. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut se tourner aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuelle, je partage tout à fait ton avis, j'espère que nos auditeurs aussi. Merci. Merci. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.